Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver après un petit moment d'absence. Je n'ai pas eu trop le temps de poster de vidéo parce qu'en même temps, comme vous le savez, je fais de l'urbex. Je poste mes urbex sur YouTube, sur TikTok aussi, vous pouvez les voir. Mais là, je suis de retour pour une affaire de disparition. Nous allons pas trop tarder. On va partir aux États-Unis et je vais vous parler des 3 disparus de Springfield. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Oh putain, non. Nous sommes le samedi 6 juin 1992 à Springfield, dans le Missouri. Située au cœur des États-Unis, cette ville de taille moyenne est traversée par la légendaire route 66. Elle se trouve à un peu plus de 270 km au sud-est de Kansas City, la plus grande ville de l'État. Springfield est connue pour sa tranquillité, ses quartiers résidentiels et ses communautés soudées. En 1992, la ville compte environ 140 000 habitants. Ce jour-là, l'ambiance est à la fête. C'est la fin de l'année scolaire et les élèves du lycée Kickapoo High School célèbrent leur remise de diplôme. Parmi eux, 2 jeunes filles inséparables, Suzanne, surnommée Suzy Streeter, âgée de 19 ans, et Stacy McCall, 18 ans. Les 2 amies se connaissent depuis l'enfance. Elles partagent les mêmes centres d'intérêt, une apparence soignée et des rêves plein la tête. Toutes 2 blondes et mesurant autour d'1,60 m, elles sont toujours impeccables et très proches de leurs familles respectives. Suzy vit avec sa mère Cheryl Lewitt, une femme de 47 ans, coiffeuse et récemment divorcée. Petite, blonde, débrouillarde, Madame Lewitt vient de déménager dans une petite maison blanche au 1717 est d'Almer Street, où elle passe son temps libre à bricoler. Elle entretient une relation fusionnelle avec sa fille. Elle a également un fils, Bart Streeter, 28 ans, avec qui elle est en froid. Leur relation a toujours été conflictuelle et Bart a quitté la maison à 17 ans. Il a tenté une cohabitation avec Suzy quelques mois plus tôt, mais cela s'est mal terminé. Depuis, il a coupé les ponts avec sa famille. Ce samedi, après la cérémonie de fin d'études, Suzy et Stacy décident de faire la fête avec leurs amis. Au programme, plusieurs soirées chez des camarades, puis une nuit dans un motel à Branson, une ville à 1 heure de route, afin de profiter d'un parc aquatique le lendemain. Mais Janice McCall, la mère de Stacy, s'oppose au projet. Elle n'est pas rassurée à l'idée que sa fille passe la nuit loin de Springfield. Les filles modifient leurs plans. Elles iront aux fêtes, puis dormiront chez leur amie Janelle Kirby. Elles passent une partie de la nuit à faire la tournée des fêtes. Elles consomment un peu d'alcool, sans excès, et profitent pleinement de ce moment important de leur vie. Vers 22h30, Stacy téléphone à sa mère pour la prévenir qu'elle passera la nuit chez Janelle. Mais, à leur arrivée, chez cette dernière, aux alentours de 2 heures du matin, elle découvre que la maison est pleine. La famille de Janelle est venue du Kansas pour le week-end. Et il n'y a plus aucun lit disponible. Les 2 amis changent leur plan une nouvelle fois. Stacy propose à Suzy de rentrer dormir chez elle.
Elles promettent à Janelle de l'appeler le lendemain matin, avant de partir pour le parc aquatique. À 2h15, chacune reprend sa voiture. Elles ne seront plus jamais vues. Le dimanche matin à 9h, Janelle s'étonne de ne pas avoir de nouvelles. Inquiète, elle tente de téléphoner au domicile de Suzy, mais personne ne décroche. Après plusieurs appels, elle décide de s'y rendre avec son petit ami Mike. En arrivant au 1717 Esdalmer Street, il constate que les voitures de Suzy et Stacy sont garées devant la maison. La Chevrolet Corsica bleue de Madame Lewitt est elle aussi présente, rangée sous le carport. Tout semble normal, à un détail près. Le globe en verre de l'éclairage extérieur est brisé. L'ampoule intacte reste allumée. Mike ramasse les débris pour éviter que quelqu'un se blesse et pendant ce temps, Janelle frappe à la porte. N'obtenant aucune réponse, elle essaye la poignée. La porte est ouverte. Le couple alors rentre dans la maison. L'intérieur paraît en ordre. Les 3 jeux de clés sont posés sur la table du salon. Le petit chien de Madame Lewitt, Cannelle, vient à leur rencontre en aboyant. Il a l'air affamé et livré à lui-même. Dans la salle de bain, il découvre que les 2 adolescentes ont retiré leurs bijoux et se sont démaquillées. La maison est calme, et d'ailleurs presque trop calme, quand soudain le téléphone sonne. Janelle décroche, et au bout de la ligne, c'est un homme inconnu qui tient des propos obscènes. Très bouleversée, Janelle raccroche. Pensant que Suzy et Stacy sont peut-être parties au parc aquatique sans la prévenir, elle finit par quitter les lieux, avec Mike. Pendant ce temps, Janice McCall essaye elle aussi de joindre sa fille. En apprenant qu'elle n'a finalement pas dormi chez Janelle, elle comprend qu'elle est au domicile de Suzy. N'ayant aucune nouvelle, elle décide de s'y rendre. Comme les autres, elle trouve la porte ouverte et entre. À l'intérieur, tout lui semble étrange. Les sacs à main sont alignés sur les marches de l'escalier. Les lits sont défaits. Les vêtements des filles sont pliés. Mais leurs t-shirts, sous-vêtements et chaussures ont disparu. Janice comprend que quelque chose ne va pas. En fin d'après-midi, elle contacte la police. L'agent lui demande de venir au poste le lendemain matin avec le dossier dentaire de Stacy. À ce moment-là, Janice réalise que la situation est grave. Le lundi matin, elle remplit un rapport de disparition et l'enquête débute. Mais déjà la scène est compromise. Entre 6 et 20 personnes ont pénétré dans la maison, touché à des objets, déplacé des éléments. Le répondeur téléphonique a été consulté et un message potentiellement capital a été effacé. Aucun signe de lutte n'est détecté. Tout semble s'être arrêté net en 2h15 et 8h du matin. Les enquêteurs parlent alors d'une scène contaminée. Rapidement, la police locale est débordée par l'ampleur de l'affaire. Le 9 juin, le FBI se joint à l'enquête. Des barrages sont installés, les bois environnants et les rivières sont fouillés méthodiquement. Dès le 14 juin, l'émission télévisée America Most Wanted diffuse l'affaire dès le 16 juin. Les appels affluent. Parmi eux, un témoignage marquant. Une voisine de Madame Lewitt affirme avoir vu un van Dodge vert sans fenêtre à 6h du matin le dimanche 7 juin. Au volant, une jeune femme ressemblant à Suzy, en larmes. Elle aurait entendu une voix d'homme dire « Ne fais rien de stupide ». L'enquête explore aussi les profils psychologiques des victimes et de leur entourage. Suzy est décrite comme forte, déterminée mais méfiante.
Elle aurait pu tenter de résister à un agresseur. Stacy, plus douce, moins impulsive, aurait pu tenter d'apaiser une situation violente. Cheryl, elle, était une femme méthodique, très protectrice. Il est difficile d'imaginer que ces trois femmes aient ouvert la porte à un inconnu sans une certaine forme de confiance. Parmi les suspects, trois profils se détachent. Bart Streeter, le frère de Suzy, Dustin Rekla, un ex-petit ami impliqué dans une profanation de tombe, et Robert Greg Cox, un criminel multirécidiviste. Aucun d'eux ne sera formellement inculpé, malgré des éléments troublants. Cox, en particulier, fait des déclarations inquiétantes depuis sa cellule au Texas. « Je sais qu'elles sont mortes, elles sont enterrées près de Springfield, mais il refuse d'en dire davantage. » En 2006, la journaliste Kathy Bird engage un expert en géophysique pour sonder le parking de l'hôpital Kogsund. Le site était en construction à l'époque de la disparition. Le radar de pénétration de sol détecte trois anomalies parallèles à 90 cm de profondeur. Mais la police refuse de creuser car ils estiment que c'est trop coûteux et incertain. Les conséquences psychologiques pour les familles sont immenses. Janice McCall, par exemple, s'est longtemps battue pour maintenir l'attention des médias sur l'affaire. Elle a distribué des milliers d'affiches, parlé dans les écoles, des conférences, et s'est rapprochée d'autres parents d'enfants disparus. La douleur d'un deuil sans corps, sans certitude, est inqualifiable. Sur le plan judiciaire, l'affaire a fait évoluer certaines pratiques locales. Meilleure gestion des scènes de disparition, protocole renforcé pour les premières heures d'enquête et meilleure formation des officiers de police au cas de disparitions multiples. L'affaire a également alimenté des théories conspirationnistes, certains allant jusqu'à évoquer une implication policière ou municipale dans la dissimulation d'éléments cruciaux. Aucune de ces théories n'a été validée, mais elle révèle à quel point cette affaire hante Springfield. Dans la culture populaire, l'affaire des Springfield Free a laissé une empreinte durable. Elle est régulièrement citée dans les documentaires, des podcasts spécialisés dans les faits divers et des séries consacrées aux disparitions non élucidées. Elle a inspiré des fictions, des romans policiers et des épisodes de séries télévisées, tant elle incarne le mystère absolu. L'évaporation de trois femmes en pleine nuit, sans aucun témoin ni preuve matérielle exploitable. Plus récemment, des groupes de citoyens et d'enquêteurs amateurs ont relancé certaines pistes à l'aide des outils modernes, comme les bases de données ADN, la modélisation géospatiale ou la reconnaissance de véhicules anciens à partir d'archives. Des appels à la fouille du parking de l'hôpital sont régulièrement relancés sur les réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui encore, en 2025, l'affaire reste ouverte, irrésolue, hantant la mémoire collective de Springfield. Le panneau Missing People est toujours là, au Coyote Adobe Café, jauni, défraîchi, mais toujours en place. Trois femmes, une nuit d'été, un mystère qui défie le temps, et une ville qui n'a jamais cessé d'espérer de les retrouver. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre théorie dans les commentaires sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ça peut être intéressant d'avoir les avis de chacun. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances.
Et je vous dis à la prochaine pour une affaire criminelle ou de disparition ou un urbex. Bye!